Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur notre podcast eToro, l'hebdo des marchés, avec bien sûr mon cher ami Antoine. Comment ça va Antoine? Tout va bien? Salut Marc, bonjour à tous. Écoutez, ça va, hein, il fait chaud en ce moment, mais c'est aussi chaud sur les Il marchés, fait hein. chaud sur les marchés, Ouais, exactement ce que j'allais dire, bien entendu. Il fait chaud également sur l'économie, parce que on ouais. va parler évidemment de cela comme tous les 15 jours. D'abord, les chiffres de la dette publique française viennent de sortir. Encore un nouveau record historique. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on peut se comparer, par exemple, à ce qui se passe au Japon, aux États-Unis? Donc, ce sera le premier point déterminant. Deuxième grand point, l'euro-dollar. Effectivement, l'euro continue. On est monté à 1,18 $ pour un euro. Donc, c'est vrai, est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est dangereux? Quelles conséquences? On va en parler. Puis, troisième point, un enjeu sur les marchés boursiers comme d'habitude, avec voilà ce qui se passe aujourd'hui à Wall Street et le secteur du luxe, hein. Je crois qu'Antoine, tu nous feras un petit Mm. focus sur le secteur du luxe. Donc voilà un petit peu le programme. Et donc on va commencer tout de suite parce que le programme chargé évidemment, avec donc plein de nouvelles à vous donner. Ouais, effectivement, on va démarrer hein, par la France, hein, et, effectivement, ces chiffres hein, qui se détériorent et qui commencent à faire peur, hein. Ah oui, c'est vrai que c'est assez incroyable. On a donc battu un nouveau record. On voit sur ce graphique, et oui, on voit cette dette publique qui augmente. Peut-être pour les plus anciens, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait le juste prix, il y avait le tyrolien. Vous voyez, Mm. ça montait, puis à la fin, hop, il s'effondrait. Donc là, c'est exactement ça. On voit cette montée vertigineuse qui ne s'arrête pas parce que tous les pays européens, notamment, ont réduit un petit peu leur dette publique. Nous, non, on continue d'augmenter. Donc, ouais, ce nouveau record, 3 346 milliards d'euros de déficit, avec parallèlement, donc depuis 2020, 960 milliards quasiment d'augmentation. Et depuis 2017, quasiment 1100 milliards d'augmentation, des chiffres complètement fous. Mais ce qui compte, c'est de voir évidemment la corrélation entre cette augmentation de la dette et l'augmentation du PIB. Parce que si effectivement cette dette génère plus de croissance, on peut dire au diable l'avarice. Finalement, c'est pas trop grave, on peut continuer comme ça. Or là, comme on voit sur ce graphique, ce n'est pas du tout le cas. Regardez bien, depuis la fin 2019, la dette publique française, donc on le voit ici, a augmenté, donc on l'évoquait, de quasiment 960 milliards d'euros, hein, j'arrondis. Sur la même période, le PIB en valeur, donc ça veut dire augmenter de l'inflation, a augmenté de 500 milliards d'euros. Ça veut dire en gros, il manque quasiment 460 milliards d'euros qui, pour faire simple, ont disparu. C'est-à-dire que effectivement, cette dette a explosé, mais elle ne s'est pas traduite par une augmentation de notre richesse. Et c'est ça qui est très dangereux. Elle a peut-être été investie ailleurs pour alimenter des bulles, etc. Mais toujours est-il que, il y a de la déperdition, hein. Et c'est ça le grand drame, c'est que cette dette publique, justement, n'arrive pas à générer cette croissance forte. Donc il faut complètement changer de logiciel. Si on regarde même depuis 2007, l'augmentation de la dette, c'est 3 fois plus important que l'augmentation du PIB en valeur. Donc il faut complètement changer de logiciel pour réagir. Alors c'est vrai que on me dit souvent, oui, mais bon, regardez au Japon, il y a plus de dette publique. Alors c'est vrai, je sais le graphique suivant, c'est, je dirais, la dette publique japonaise. Donc c'est vrai qu'on est, vous Mm. voyez, sur des niveaux de 234%, contre nous à peu près 115% par rapport à notre PIB. Donc on dit, oh, on a encore de la marge. Mais alors déjà, il faut voir que depuis 1980, la dette japonaise a augmenté de 4,9 fois, hein, alors que chez nous, c'est fois 5,5. Donc l'augmentation de la dette publique française est plus élevée que celle du Japon. Également au Japon, on a réussi à avoir quand même un petit peu de croissance, on a réussi à avoir un taux de chômage qui est toujours autour des 2,5%, donc, alors que nous, on est toujours autour des 7,5%. Donc c'est ça la clé, c'est que le Japon finalement gère sa dette, mais surtout il y a trois grandes différences que je vous ai mis sur un slide, le slide suivant, voilà exactement, où d'abord le Japon est en excédent de la balance courante. Donc vous voyez 4,8% du PIB en 2024, 3% depuis 2000. Donc ça veut dire qu'effectivement, globalement, il y a des flux d'investissement qui sortent du Japon, qui n'ont pas besoin, hein, finalement, aujourd'hui. Le Japon n'a pas besoin de l'épargne étrangère pour financer sa dette. Et à l'inverse, nous, on a une dette publique, enfin un déficit public, vous voyez, déficit de la balance courante, pardon, qui est autour des 0,3% en moyenne depuis 2000. Donc c'est toute la grande différence. Ils ont un excédent de la balance courante, on est en déficit. Deuxième grosse différence, la charge d'intérêt de la dette. Et là, c'est des chiffres complètement fous. C'est 0,5% du PIB au Japon, alors que c'est 2,4% du PIB en France. C'est ça qui est dramatique, c'est que, évidemment, quand on n'a pas 2,4% de croissance, on comprend bien que, plus pour payer les intérêts de la dette, il faut encore s'endetter, ce qu'on appelle la bulle de la dette. Hein, cette année, par exemple, on va atteindre 70 milliards d'euros juste pour le paiement des intérêts de la dette. Ça sera bientôt 100 milliards d'euros, ce qui veut dire qu'au total, ça c'est un chiffre complètement fou, en 15 ans, la charge d'intérêt de la dette, c'est autour des 1000 milliards d'euros.
parce qu'on se Mm. rend compte ce que ça veut dire, jeter par les fenêtres, hein, parce que évidemment, tant mieux pour ceux qui détiennent la dette publique française, mais par contre, ça ne va pas dans le circuit économique. Donc, tous ceux qui nous disent la dette publique ne coûte rien, ce sont évidemment des menteurs éhontés, ils sont des gens irresponsables. Et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux. Et puis, dernière différence, peut-être la plus importante, c'est que 88, plus de 98% à peu près de la dette publique japonaise est détenue par des Japonais, donc il y a une sorte d'épargne captive, alors que chez nous, 54% de notre dette est détenue par des étrangers. Alors le drame, c'est qu'il y a encore quelques années, on savait qui étaient ces étrangers, mais depuis quelques années, la Banque centrale, la Banque de France, ne publie plus le détail de ces chiffres. Donc voilà, on sait qu'il y a 54% d'investisseurs étrangers, mais on ne sait pas qui. Voilà. Et donc là aussi, il y a une grande omerta, entre guillemets. Ça serait bien de savoir, justement, pour peut-être mieux comprendre la politique française, mais toujours est-il que ça, c'est extrêmement dangereux pour l'avenir de la France. Alors, deuxième différence par rapport à notre pays, ce sont les États-Unis. Eux aussi, ils ont beaucoup de dettes, beaucoup d'endettement. Vous voyez, on est à peu près à 123% du PIB. Là, on a les chiffres au jour le jour, hein, 37 000 milliards de dollars, donc 123% du PIB, donc c'est plus que nous. Dette publique plus privée, 400% du PIB. Ils ont également, comme nous, hein, des déficits structurels de la balance courante. Mais la grande différence, c'est qu'évidemment, les Américains, sur le graphique suivant, enfin sur le slide suivant, ont le dollar. C'est-à-dire que c'est entre 62 et 65% des réserves de change dans le monde, entre 20% pour l'euro. Et le dollar, c'est toujours 50% des transactions mondiales, alors que le commerce américain, ce n'est que 11% du commerce mondial. Ce qui veut dire que les deux tiers du commerce en dollars ne sont pas américains. Donc c'est ça qui sauve les États-Unis, c'est que malgré leur dette, en fait, c'est le reste du monde qui finance cette dette. Donc tant que les Américains ont ça, globalement, ils sont sauvés, ils arrivent à financer leur dette. Autre élément important, la dette publique américaine est utilisée justement pour financer l'économie, pour générer de l'investissement, et donc ça fonctionne. Regardez l'augmentation du PIB. Donc depuis les années 95, on est à presque 109% de hausse aux États-Unis contre 55% chez nous. Ouais, donc quasiment du simple au double. Ce qui est différent, c'est que aux États-Unis, la dette publique génère de la croissance, ce qui malheureusement n'est pas le cas chez nous, ni en France, et d'ailleurs dans la zone euro. Et c'est ça qui, malheureusement, nous coûte extrêmement cher. Oui, oui, effectivement, on voit cet écart hein, qui est assez significatif quand même. Et justement, alors ça nous amène à la deuxième partie hein, qui va être sur les devises et notamment l'euro-dollar. Et on voit qu'on a ce pic hein, de l'euro-dollar, mais c'est quand même, on voit quand même c'est une faiblesse du dollar en général, puisqu'on voit le Oui. dollar index a signé son pire semestre depuis 50 ans. Et on voit qu'il y a cette glissade du dollar contre toutes ces devises de contrepartie, et notamment l'euro qui a atteint donc un pic à 1,18. Voilà, on voit surtout que c'est un mouvement spéculatif Mm. alimenté par Donald Trump, hein, puisque effectivement, Donald Trump a tout simplement annoncé qu'il voulait un dollar faible. Oui, Donc ben, ça tout à marche, hein, fait. on voit bien, ça c'est en Ouais. train de bien fonctionner. Alors la Réserve fédérale, elle a dit qu'elle allait peut-être baisser les taux d'intérêt, mais bon, globalement, l'écart de taux, on verra tout à l'heure, va rester largement à l'avantage du dollar. Donc cette baisse, elle est un petit peu excessive. Évidemment, alors attention, par rapport au yuan, le dollar ne baisse quasiment pas, hein. Donc ça veut bien dire que là, il y a le contrôle d'échange. Les Chinois, justement, ne veulent pas que le dollar baisse trop pour garder justement leur compétitivité à l'exportation, hein. Je rappelle que le niveau de yuan, à peu près, c'est 7,2 yuan pour un dollar, alors que le niveau d'équilibre, selon la parité de pouvoir d'achat, c'est 3,5 yuan pour un dollar. Vous voyez qu'on en est effectivement très très loin. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ce dollar, ce yuan sous-évalué. Mais par contre, nous, évidemment, comme il n'y a pas le contrôle d'échange, et bien là, ça fonctionne. On voit donc cette baisse du dollar assez impressionnante, 1,18 dollars. Moi, je pense que à partir de ce niveau-là, et surtout si on atteint 1,20, ce qui est tout à fait possible dans les prochaines semaines, à ce moment-là, il faudra acheter du dollar parce que ça deviendra insupportable, évidemment, pour l'économie de la zone euro. La zone euro a la double peine, hein. Elle a déjà des droits de douane qui vont augmenter, et en plus, elle a un euro fort. Donc, ça casse la compétitivité de nos exportations. Et puis surtout, les arguments économiques sont à l'avantage du dollar. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. D'abord, l'écart de taux d'intérêt monétaire, hein, je l'évoquais à l'instant. On voit qu'on est toujours à 4,50. Donc, même si la réserve fédérale, elle baisse de 25 points de base, même de 50 points de base, on sera encore à 4%, alors que chez nous, le taux réfi, il est à 2,15%. Vous voyez qu'on a un écart de taux de plus de 200 points de base, donc ce qui est énorme, à l'avantage du dollar. Donc, ça veut dire que là, on pourrait justement s'endetter finalement en euros et placer instantanément en dollars, et on aura cet écart de taux à l'avantage du dollar. De l'autre côté, autre spread de taux, là, les spreads de taux obligataires hein, sur les taux longs, les taux de la dette publique américaine. Là, on est à peu près à 4,2 contre 2,50 sur le taux de 10 ans allemand. Donc là aussi, avantage au dollar. Et puis enfin, et surtout, j'ai envie de dire, on a cet écart de croissance qui est toujours à l'avantage de l'oncle Sam.
On a à peu près 2% de croissance aux États-Unis cette année. L'année dernière, on a eu déjà 2,5, plus de 2,5, alors que nous, on était autour des 0,5. Et là, ça sera pareil cette année. On aura autour des 2% de croissance aux États-Unis et autour des 0,8% dans la zone euro, 0,4% en France. Donc là aussi, avantage au dollar. Donc c'est pourquoi je pense que on atteint aujourd'hui des niveaux. Alors évidemment, hein, c'est pas un conseil, c'est juste voilà une prévision d'économiste, hein. On Mm. peut avoir aujourd'hui un dollar qui repartira à la hausse. Alors d'ailleurs, c'est un jeu très dangereux de la part de Donald Trump parce que si on a un dollar qui baisse trop, à ce moment-là, il n'inspire plus confiance et donc on n'aura plus ce benchmark que représente Mm. le dollar. Et donc, pour financer la dette publique, je reviens sur le premier thème, ça pourra poser problème justement sur l'économie américaine. Donc attention, hein, la baisse du dollar, c'est un avantage de court terme pour les exportations américaines, mais par contre, c'est un désavantage, voire un danger de moyen terme. Si le dollar baisse trop longtemps, ça peut casser la confiance sur le dollar, donc réduire les achats notamment de dette publique américaine. Donc là, attention, Trump joue un jeu très dangereux, et j'espère pour eux hein, et pour lui que globalement, ils vont se calmer, et même pour nous également, parce que si le dollar baisse encore trop fortement et que l'euro monte trop fortement, ça va encore casser la croissance économique. On en a bien besoin parce que déjà on a une croissance extrêmement faible, malheureusement. Donc on voit bien que celui qui donne le là, c'est toujours Donald Trump, hein, et nous, ben voilà, on est un petit peu les spectateurs, et c'est quand même très triste Alors justement, pour il la y a zone aussi euro. le fait que Donald Trump souhaite changer de directeur de la Fed, hein, patron de la Fed. C'est vrai qu'il le dit à maintes reprises. Donc il y a aussi cette instabilité aussi sur l'indépendance de la Fed, hein, qui joue aussi un Bien peu sûr. contre le dollar. Donc effectivement, on va suivre ça avec grande attention, mais on devrait vraisemblablement avoir une baisse de taux avant la fin de l'année quand même Oui, du oui, côté de la Fed. là on voit bien que Jerome Powell il est Mm. un peu pris à son propre Ouais. piège, quoi. Voilà, il veut faire plaisir à Donald Trump. Bon, on a quand même une inflation qui est supérieure à 2%. Puis ne l'oubliez Mm. pas, quand le dollar baisse, ça fait augmenter le prix des produits importés. Donc ça veut dire que ça fait de l'inflation. Oui, Donc tout à là, la fait. Réserve fédérale elle est un petit peu bloquée. Elle va peut-être Mm. baisser les taux d'intérêt, mais ça n'a pas amélioré sa crédibilité. Donc c'est pas, je pense que le dollar pourrait aller à un 20 dollars pour un euro assez rapidement. Ouais, ouais. Puis après, il faudra peut-être se positionner parce que ça deviendra intéressant à Mm. l'achat justement, parce que la zone euro ne pourra pas supporter un euro trop Mm. fort. En tout cas, ça sera intéressant de suivre les prochains chiffres d'inflation aux États-Unis pour voir s'il Tout y à a fait. vraiment un impact sur l'inflation. Alors, on va terminer donc ce podcast avec effectivement les marchés, hein, les performances. On vient de terminer la première partie de l'année 2025 et quand on regarde finalement ces performances, on avait une Europe hein, qui surperformait pendant ce premier trimestre, etc. Et finalement, le deuxième trimestre a été totalement à l'avantage de Wall Street avec donc un Nasdaq 100 et un S&P 500 qui ont réalisé des records historiques, hein. Qui aurait pu imaginer ça au soir du 2 avril? Un S&P 500 qui fait plus 11% au deuxième trimestre, donc, et Wall Street donc, qui dépasse le CAC 40 en termes de performance annuelle. Voilà, donc effectivement, remontada de Wall Street sur cette fin de semestre. On a alors en termes de classement, hein, je fais le classement par classe d'actifs. Eh bien, on va quand même retrouver l'or. L'or qui gagne haut la main, malgré un petit coup de moins bien. Enfin, on a une stabilisation des cours hein, depuis quelques semaines. On a quand même un or qui fait plus 25% depuis le début de l'année. Un Bitcoin, après le trou d'air du mois d'avril qui s'est rebiffé, qui est à la deuxième place et qui progresse de 16% quand même depuis le début de l'année. À contrario des crypto-monnaies qui, elles, sont dans le rouge. Les actions des marchés émergents, effectivement, les marchés émergents ont connu une belle performance avec plus 14,2%, suivi des actions européennes, alors dans leur ensemble, hein, puisqu'effectivement le stock 600 Europe fait plus 6,9%. Les actions américaines qui sont restées quasiment l'intégralité du semestre dans le rouge et qui finalement terminent, qui basculent dans le vert à plus 5%, les bons du Trésor US plus 3,5%, et finalement les matières premières de leur ensemble, notamment les matières premières agricoles, qui ferment la marche avec moins 0,7%. Effectivement, je voulais vous parler du secteur du luxe parce que le secteur du luxe, eh bien, donne des signes de reprise, notamment en bourse. On l'a vu. Alors, on a des recommandations à l'achat de Goldman Sachs et RBC, donc en début de semaine. On voit qu'on a également un redémarrage de la demande chinoise et asiatique. Alors,
j'en veux pour preuve notamment tout ce qui est partie joaillerie. On a au mois de mai une hausse de 21%, notamment dans la partie joaillerie de Tiffany et Bulgari, qui sont des filiales de LVMH. Et aussi, on a des annonces comme quoi on aurait donc le tourisme chinois qui repart, tiré notamment à Paris. On est une demande supérieure à 2019. Donc ça sera confirmé dans les chiffres, évidemment, des résultats des sociétés du luxe. Mais on voit comme LVMH, alors LVMH c'est intéressant parce que déjà, bon, elle a repris 10% en 2 jours, hein, l'action LVMH, parce qu'on a touché un niveau, un plus bas de 5 ans quand même sur LVMH. On est revenu sur les niveaux Covid, hein, janvier 2020. Donc on a touché 450 euros le prix de l'action. C'était donc le niveau de janvier 2020, sachant qu'au plus haut, elle a coté 900 euros. Et donc, on peut imaginer que ça peut être constituer un point bas sur LVMH et donc un rebond un peu plus durable. Donc, on va également le suivre et voir donc si ce rebond se poursuit. Mais évidemment, c'est intéressant potentiellement de voir que, eh bien, on a touché un point bas sur LVMH. Voilà. Pour terminer, bah, l'agenda, effectivement, alors là, on tourne notre podcast, hein, c'est jeudi 3 juillet, juste avant les chiffres de l'emploi, parce que le 4 juillet, demain, c'est jour férié aux États-Unis, hein, c'est Independence Day. la fête nationale des États-Unis, exactement. Et donc, exceptionnellement, ce jeudi, on aura les chiffres d'emploi aux États-Unis. Et donc ça, c'est important, Marc, hein, puisque ces chiffres de l'emploi, ça va nous donner quand même un aperçu sur est-ce que l'économie finalement américaine reste aussi solide que précédemment. C'est vrai qu'on a eu les chiffres ADP sur le secteur Oui. privé, on a eu des destructions d'emplois, donc c'est un petit peu surprenante, un petit peu inquiétante. Bon, de notre Mm. côté, bon, il y a toujours une croissance américaine. Si on voit les indicateurs des directeurs d'achat, bon, on est toujours bien placé, donc il y a toujours une croissance autour des 2%. Donc voilà, c'est des chiffres peut-être temporaires. Faut pas, Oui. j'ai envie de dire, paniquer de ce point de vue-là. Voilà, c'est à surveiller, mais il faut pas non plus Et- complètement paniquer. Mais c'est sûr que globalement, si les chiffres sont pas très bons, ça va renforcer Voilà. la probabilité d'une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine. Mais comme tu l'avais dit tout à l'heure, à surveiller l'inflation américaine Mm. en milieu de mois, Oui, et ce tout qui à fait. permettra justement d'avoir une meilleure visibilité sur cette inflation. Moi, je pense qu'elle va quand même rester sur des niveaux élevés. Mm. On voit d'ailleurs qu'elle augmente un petit peu dans la zone euro, ou qu'elle se maintient autour des 2%. Donc, quand même, soyons prudents sur l'inflation. Elle n'a pas Oui, tout à complètement fait. disparu. Ça Donc, sera soyons exactement prudents. le mercredi 15 juillet et c'est là que ça va coïncider aussi avec les débuts des résultats d'entreprise. On va avoir les banques américaines, hein, qui ouvrent le bal, JP Morgan, Citigroup, etc., qui vont démarrer aussi le 15 juillet. Donc attention à partir de mi-juillet, parce que l'année dernière, ça avait coïncidé avec le trou d'air, hein, sur les marchés. On avait eu une forte baisse, hein, plus de 15% entre mi-juillet et début août. Donc bon, évidemment, ça va pas forcément se reproduire, mais attention tout de même, parce que quand même, on est sur des niveaux records. Donc on a repris 11% au deuxième trimestre sur le S&P. C'est possible que au moins ça se calme ou ça se tasse un petit peu et qu'on prenne des bénéfices. Donc attention. Toutefois, à ce mois de juillet. On est entièrement d'accord, soyons prudents. Il y a même l'AMF qui a dit, en France, hein, que la valorisation des actions est un petit peu très élevée. C'est bizarre parce qu'elle a habituellement un devoir de réserve. Ouais. Là, donc ça veut dire que voilà, il y a quand même une petite crainte que les marchés voilà, se soient un petit peu emballés. Bon, après, voilà, il y aura une correction. Sur le long terme, ça repartira. Mais voilà, il y aura de la Mm. volatilité, comme on l'a toujours dit, qui va rester très forte, en particulier Voilà. cet été, donc qui sera chaud. Et d'ailleurs, on en parlera lors de notre webinaire Webinaire. dans quelques jours. Oui, tout à fait, tout à fait. Le webinaire qui est prévu le 16 juillet. Et ben merci Marc, merci. Avec plaisir, merci à toi, merci à toutes et à tous. Et puis Et portez-vous bien, hein, et puis voilà, il faut garder le cap. tout à fait, garder le cap et de la prudence quand même en ce début de second semestre. On vous dit dans 2 semaines. À Salut, très ciao. bientôt. Bye.